Bonjour à tous les auditeurs de rigfm.fr sur 90.7 et DAB+. Je suis Laurence Fauché-Nicolo et je vous souhaite la bienvenue dans ma chronique « Le cœur des pros » où je m'entretiens avec des professionnels de tout métier. On y parle de leur parcours, de leurs expériences, mais aussi et surtout de ce qui leur tient à cœur, de ce qui les fait vibrer et de ce qui les fait avancer dans la vie. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de discuter avec Sophie Germette-Nico, qui est spécialisée en identité de marque et en stratégie de communication. Elle est également auteure et pigiste pour des revues scientifiques et de vulgarisation. Et elle a commencé comme ingénieure-chercheur biologiste spécialisée dans le génome. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir parler avec toi de ton parcours, qui initialement est scientifique, mais aussi de ton métier aux multiples facettes et de ton goût pour la découverte et pour l'écriture. Bonjour Laurence, merci de me recevoir. Alors si tu veux bien, on va commencer par la première question. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours ? Alors effectivement, je suis ingénieure chercheur en biologie. J'ai travaillé pendant 17 ans dans des organismes de recherche, notamment le Génoscope et le CEA, où je faisais effectivement de la recherche sur paillasse, donc on avait des projets, on travaillait sur notamment un petit poisson qui était modèle, c'est trop non, mais il était petit cousin de Fugu, le poisson qui gonfle quand il est stressé, et que consomment les Japonais. Et il faut faire très attention parce que ces chairs sont imprégnées de poison, donc il faut bien le préparer, sinon on peut en mourir. Et en fait, il a le même nombre de gènes que tous les vertébrés, donc que l'homme, et sa caractéristique, c'est que son génome est 10 fois plus petit que le génome humain. Et donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les gènes dans un génome qui est petit que chez l'homme. Et à l'époque, on était dans la grande bataille du génome humain, le séquençage, découvrir tous les gènes qu'il y avait. Et il y avait une surenchère sur le nombre de gènes qu'il y avait chez l'homme. Et nous, grâce au poisson, on a vu qu'en fait, il en avait juste 26 000, comme la petite mouche, voilà. Donc c'était assez étonnant. Et en fait, on a vu que la complexité du génome humain n'était pas due au nombre de gènes, mais à sa régulation. C'est-à-dire la régulation des gènes, ceux qui s'expriment, ceux qui ne s'expriment pas, dans quelles conditions ils s'expriment, tous ces phénomènes. D'accord. Si mes infos sont bonnes, tu as fait ça pendant 17 ans ? Alors dans les 17 ans, en fait, il y a un moment dans ma carrière, comme je suis extrêmement curieuse, et c'est un peu le fil rouge de mon parcours, j'allais toujours voir ce que faisaient les voisins. Et donc les recherches que faisaient les voisins, et j'étais super étonnée, je me rendais compte qu'en fait les chercheurs connaissaient pas ce qui se faisait à côté. Donc j'ai proposé de faire un petit journal interne pour valoriser un petit peu le travail et puis raconter ce qui se faisait. Et j'ai sorti le petit journal qui s'appelait Le séquenceur déchaîné. Et le but c'était d'intéresser les techniciens parce que je trouvais ça important de les impliquer dans les recherches pour qu'ils voient dans quel cadre ça se faisait, pour les motiver quoi. Et donc je ne savais pas, mais en fait je venais de mettre le doigt sur ce qu'on appelait la communication interne. Et donc j'ai adoré valoriser, aller faire des interviews à droite et à gauche, mettre en scène et puis écrire en fait. J'ai découvert que j'aimais écrire et valoriser les gens. Et donc je me suis formée en 3e cycle en communication scientifique et en journalisme scientifique. Quand je suis revenue, on m'a confié de plus en plus de tâches en communication. Et j'ai valorisé notamment un très gros projet européen auquel on participait qui est Tara Océan. Et là, ça m'a donné l'occasion de monter sur un bateau, de voir comment travailler un océanographe avec un physicien, un chimiste, un biologiste. Et j'ai raconté comment on sait la pêche du plancton et dans quelles conditions on sait cette pêche-là. Ça, c'était dans une communication vraiment spécifique. En fait, j'étais curieuse de savoir, et dans le centre, on recevait que les échantillons de l'ADN. Et je trouvais ça un peu frustrant, j'aime bien savoir d'où ça vient et dans quelles conditions c'est fait. Donc je suis montée sur le bateau, j'ai proposé d'écrire un livre pour raconter comment on sait la pêche du plancton, qu'on ramenait après dans les laboratoires pour étudier les génomes de tous ces petits organismes-là. Et là, j'ai rencontré des gens merveilleux. Et en fait, c'est un bateau un peu mythique qui appartenait à Jean-Louis Étienne, qui a été construit pour être pris dans les glaces. Et donc, c'est la fondation Tara qui a racheté ce bateau-là et qui voulait prêter son bateau aux scientifiques pour faire des recherches. Et donc la première mission, c'était de faire prendre le bateau dans les glaces. Ils se sont aperçus qu'il était délivré bien plus tôt que les modèles climatiques les plus pessimistes. Quand un modèle climatique ne marche pas, ça veut dire qu'il manque des données. On connaît bien les plantes sur Terre, on connaît rien du système végétal dans les mers. Or, les végétaux, les organismes qui sont autotrophes, donc qui se nourrissent à partir des éléments minéraux
et qui sont, je dirais, le premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les herbes, les plantes qui sont mangées après par les herbivores, qui sont mangées après par les carnivores. Donc tous ces êtres qui se nourrissent de lumière, de sels minéraux et d'eau sont capables de fabriquer de la matière organique. Et c'est ce qu'on appelle le phytoplancton, phyto pour plante. Et donc, en fait, on connaît rien. C'est un peu comme sur Terre, tout ce qui est micro-organismes, les bactéries, en fait, on connaît pas grand-chose. Et tout ça, c'est à découvrir. Et notamment, dans les océans, on a bien cartographié les océans, mais on connaît pas le peuple qui l'habite, et notamment, on n'a pas la donnée pour nos modèles climatiques pour savoir le nombre d'espèces qui sont présentes et leur rôle dans le climat. Parce qu'en fait, les végétaux, comme sur Terre, absorbent le CO2, le transforment en matière organique. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour notre modèle climatique. Donc, tant qu'on n'a pas cette donnée-là, on ne sait pas exactement combien de CO2 est absorbé. Et donc, pour les modèles, c'est un peu compliqué d'avoir des résultats corrects qui représentent la réalité. Donc, le bateau Tara est parti échantillonner sur tous les océans du monde pour justement connaître les espèces et les quantifier. Oui, alors je sais que tu rédiges pour des revues scientifiques et aussi des revues de vulgarisation. Et je sais aussi que tu as une très bonne plume. Qu'est-ce que tu préfères ? En fait, tout m'intéresse. Il faut faire très attention à ses sources. Donc on est obligé de mettre son nez dans les revues purement scientifiques. Il faut toujours faire valider pour éviter toute fake news. Donc le travail d'amont de sources est hyper important. Donc Nature, Science, tous les grandes revues scientifiques. Il faut savoir décrypter, il faut les lire, il faut retrouver, il faut avoir gardé son esprit critique. Et là, ma formation scientifique m'aide à ça. Et interroger les experts. Il faut toujours être vigilant. Et après, vulgariser, c'est hyper important parce que moi, ma vision, c'est de dire... on est tous citoyens, il faut savoir ce qu'on veut comme société pour plus tard, et pour savoir ce qu'on veut, il faut pouvoir en savoir suffisamment sur ce que nous proposent les scientifiques et les techniciens qui nous proposent des innovations pour savoir ce qu'on veut pour notre société du futur. Donc pour ça, il y a un minimum de connaissances à avoir et de curiosité, d'avoir un esprit critique et de savoir les tenants et les aboutissants pour qu'ils puissent choisir en pleine conscience de la techno qu'ils veulent pour la société du futur. Et ça, c'est vraiment ce qui me lie entre la communication et la vulgarisation scientifique. Je suis très curieuse du monde. Le monde est tellement merveilleux et aujourd'hui, on a besoin de protéger notre planète et on ne protège bien que ce qu'on connaît. Comme je l'ai dit, tu as vraiment, j'allais dire, 1000 facettes dans ton métier et il y a aussi la stratégie de marque. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment tu es arrivée là. Donc je suis très curieuse et c'est vrai que j'ai exploré plein de pistes. Donc il y a la communication, le français. J'aime beaucoup aussi ce qui me plaît, c'est j'aime bien que ça soit efficace. Aider un entrepreneur, on sait qu'il a comme problématique le temps et l'argent. Donc il faut optimiser. Et ça, c'est mon comportement un peu ingénieur. Voilà, on a un objectif et il faut y arriver de façon la plus rapide et la plus efficiente et efficace. Et quand j'ai commencé à travailler à mon compte, je me suis retrouvée avec des clients qui savaient pas vraiment où ils allaient, ou il manquait des données sur leur cible, ou leur vision n'était pas travaillée. Et là, les neurosciences m'ont appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça a été repris par Simon Sinek, mais c'est validé par la neuroscience, c'est que tous les hommes, quand ils prennent une décision, ça passe par une zone du cerveau qui est liée aux émotions. Donc quand on commence à communiquer, ce qui marche, on commence par la vision, le why, et nous d'habitude on communique par « mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et ça c'est le what. Mais en fait, c'est ce qui intéresse en dernier. Et ce qui est important, c'est « mais toi, qu'est-ce qui te fait triper dans la vie ?» Mais Laurence, qu'est-ce qui te fait triper dans la vie ? Bon, j'en ai une petite idée, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Et quand la communication, elle va de « qu'est-ce qui te fait triper dans la vie ?» du « why » en disant « quel est ton facteur différenciant ?» le « how » comment tu le fais ça ? Et après seulement tu dis ce que tu fais, ce que tu offres, et ben ça marche à 100%. Et la com, elle commence par la com intérieure, c'est-à-dire comment vous êtes organisé, comment vous discutez entre vous, comment vous créez des liens, tout ça, c'est même presque philosophique, quoi. Et les valeurs, c'est pas juste pour faire de la déco. Donc je suis pour l'authenticité, et pour être authentique, il faut donner sa vision, et les valeurs que vous avez, que vous portez, doivent être incarnées, c'est-à-dire que vous devez les vivre, et ça doit accompagner pour arriver à votre vision et votre objectif. Sinon, ça sert à rien. Et c'est pas de la com durable. On est là pour être authentique et pour vendre du vrai. De toute façon, ça ne marche pas sinon. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée à la stratégie de marque. Et autre rencontre, la facilitation. Donc c'est une méthodologie, une posture et des outils pour faire travailler en intelligence collective. En gros, vous dégagez une problématique avec tous les acteurs qui sont impliqués dans cette problématique-là. Et ces personnes-là sont accompagnées par un facilitateur, mais qui reste vraiment, qui a une posture spécifique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas
suggérer des idées, il doit être là juste pour accompagner avec les outils, être garant du dialogue et de la façon dont les gens discutent ensemble, c'est-à-dire avec bienveillance, pour que les idéations se passent bien. Et les personnes trouvent leur propre solution. Et clairement, c'est hyper efficace et ça permet que les gens, en gros, s'approprient, trouvent leur solution, se les approprient, et donc vous êtes sûr qu'après, vous avez une grande chance qu'ils les déploient et qu'ils soient moteurs pour porter ces solutions-là. Chacun doit pouvoir s'exprimer en toute liberté, on respecte ses idées, on n'est pas là pour juger les idées des autres, tout doit sortir. Après, il y a une étape de priorisation, et après, on passe aux solutions et on met des actes. Et donc, moi, j'ai utilisé cette méthode-là, parce que ce qui est le plus difficile dans la stratégie de marque, c'est de faire accoucher de la vision. C'est qu'est-ce qui motive la personne, quel est le vent dans les voiles qui la pousse vers son objectif. Faire accoucher de cette vision-là, ça peut prendre du temps, mais c'est tellement valorisant, et de voir la personne, et vous êtes là pour l'aider, vous êtes une accoucheuse, quoi. Et vous êtes sûr qu'après, sa vision, c'est la sienne. Parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui a la même vision, il n'y en a pas un qui a le même marché, il n'y en a pas un qui a la même offre de service. Chacun a son univers, sa vision, ses compétences et ses facteurs différenciants. C'est un travail, mais si ce travail-là n'est pas fait au début, vous êtes sûr que votre com et tout le reste, il y a un truc qui va pêcher, c'est un travail socle. Et la stratégie de marque, c'est génial. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'être entrepreneur. Quelqu'un qui prend sa liberté, qui propose des choses pour améliorer le monde, quoi, la vie des gens. Ça, c'est génial. Et moi, j'aime bien aller chercher qu'est-ce qui motive les personnes, comprendre comment elles fonctionnent. Et voilà, la stratégie de marque, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et à côté de ça, effectivement, j'ai d'autres activités. Et c'est souvent la créativité, la plume. Et cette vision aussi de faire rentrer un peu plus les sciences dans la culture du gentilhomme du 21e siècle, parce qu'on a besoin de citoyens qui soient responsables et qui soient en mesure de prendre des décisions en toute conscience. Il faut être curieux, quoi. Et le plus important, c'est susciter la curiosité. Donc on peut le faire de plein de manières différentes. Alors Sophie, je sais que tu as récemment participé à une expérience assez passionnante, Women for Sea, ou l'Odyssée des possibles. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît ? Avec plaisir. C'est une super expérience. D'abord, la mer, je pense que ça attire pas mal de personnes parce que c'est tout un imaginaire. Finalement, quand on dit qu'on a besoin de prendre le large, souvent c'est au sens propre comme au sens figuré. Et là, c'était une période de ma vie où j'avais besoin de prendre un peu le large et j'avais vécu déjà cette expérience extraordinaire de Tara Océan. Et là, j'ai vu ce que c'était vraiment que le travail en équipe. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand on est sur un bateau, c'est une question de survie. Il faut que l'équipe fonctionne. Et j'ai trouvé ça tellement beau, et moi ça m'a vraiment nourri, et je voulais revivre cette expérience sur un bateau. Et donc je suis tombée en début d'année sur un post LinkedIn. L'association Women for Sea cherche des profils atypiques pour monter sur le bateau avec nous et participer à un think tank. C'est un laboratoire d'idées, ça rentre dans tout ce qui est méthodologie et travail en intelligence collective. Donc là, bingo, la mer, bingo. Et avec des femmes, et je dis tiens, j'ai jamais vécu cette sororité, pourquoi pas faire l'expérience. Et donc j'ai répondu, je me suis dit il y a quand même très peu de chance, c'est sur toute la France, il y a très peu de chance, il y a quand même pas beaucoup de place sur un bateau. Et donc là j'ai reçu un mail, vous êtes sélectionnés. Et donc on a commencé à créer notre groupe sur WhatsApp. On avait tellement envie d'embarquer et de vivre cette expérience qu'en fait on a déjà créé notre groupe en virtuel, et après on s'est donné rendez-vous, on a fait la traversée pour aller en Corse ensemble. Donc on avait déjà vécu des choses ensemble. Donc cette association-là, qui s'appelle Women for Sea, c'est donc la directrice qui est Nathalie Hill, et capitaine de bateau. Et elle a fondé son association pour porter la voix des femmes dans le milieu marin, parce qu'effectivement c'est un milieu très masculin. On s'aperçoit que les bateaux ne sont pas conçus pour les femmes, qu'il y a très peu de capitaines femmes, qu'il y a dans le transport maritime, dans les autres domaines, même la recherche sur le milieu marin, il y a très peu de femmes, c'est très peu valorisé. Et puis évidemment, protéger l'océan. C'est une association qui déjà faisait pas mal d'actions et qui proposait à des femmes qui étaient en difficulté, en précarité, de monter sur le bateau et montrer, mais les femmes, arrêtez de vous mettre des freins, regardez, vous êtes capables de faire ça. Et cette expérience de navigation, c'est ça, c'est ouvrir le champ des possibles, d'où le joli nom de l'Odyssée des possibles. Et embarquer, c'est ça, c'est vas-y, tu es libre de faire ce qui te plaît et ce qui te motive. Donc c'était sur un mois. Chaque semaine, c'était un groupe de filles différents qui embarquaient. Et à chaque fois, on faisait de la facilitation, donc le think tank, donc laboratoire d'idées. On décidait de la problématique qu'on voulait aborder.
et après on trouvait nos propres solutions. Et en fait, cette association-là faisait partie d'un programme européen qui s'appelle The Arch, qui était de porter au Parlement européen des solutions pour le développement durable. Et donc on travaillait justement pour faire ces propositions au Parlement. En fait, on avait une échéance, c'était de porter des solutions à la députée des Bouches-du-Rhône à Marseille et à d'autres femmes, des femmes un peu témoins et porteuses du projet à Marseille. Et donc, en fait, on voulait une solution un peu plus aboutie, donc on a repris une solution qui avait été travaillée déjà par la semaine d'avant et qui était spécifique du programme The Arch. Donc, dans les solutions, il y avait notamment un observatoire de la parité. Et le but, c'était comment on peut porter la voix des femmes si on n'a pas déjà une analyse de l'existant. Les seules statistiques qu'on avait, c'était sur le transport maritime. On sait qu'il y a je crois que c'est une vingtaine de % de femmes dans le secteur maritime. Mais dans ce milieu marin, il y a aussi le nautisme, la compétition, la pêche, le secteur de la recherche. Enfin, tous ces métiers-là, les associations écologistes qui travaillent sur la protection de l'environnement et de l'océan. Donc tout ça, on n'a aucune idée de combien il y a de femmes, quelles sont leurs présences, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs places, quels sont leurs salaires, quelles sont leurs difficultés. Donc comment faire ? Ça passe déjà par une analyse du terrain et donc un observatoire. Et aujourd'hui, c'est crucial d'avoir ces données-là parce qu'il y a l'économie bleue, donc l'économie qui est liée à la mer, qui est en train de monter en flèche. Et comme dit notre ministre de la parité, pourquoi se priver de 52% des talents ? Effectivement, la capitaine nous disait, mais moi, l'association existera tant qu'on me demandera où est le capitaine quand je suis sur mon bateau, hein. Et puis oui, cette volonté magnifique de Nathalie, de montrer aux femmes qu'elles sont capables de plein de choses. Ça, c'est génial. Ça, c'est le côté sororité. Et c'est pas du tout militant féministe, hein. L'homme aussi à sa place. D'ailleurs, il y a des adhérents masculins dans l'association, hein. Mais tant qu'il y a ce besoin-là, cette association-là a toutes ses raisons d'exister. Et je pense que c'est important de porter aussi la voix des femmes dans ce milieu-là. Et toi, comment tu t'es sentie sur le bateau Parce que c'est vrai que la vie sur un bateau, c'est particulier. Alors, il y a toujours des bas et des hauts, mais là, c'était vraiment... je sais pas, la mayonnaise avait pris, probablement, parce qu'on avait monté le groupe avant. Mais cette volonté, on avait toute envie d'avoir une action qui porte ses fruits. Donc là, avec le projet The Arch, on savait qu'on travaillait pas pour rien, quoi. C'est pas juste pour le plaisir. Et effectivement, il y a des moments d'intimité. On partage déjà la navigation. Donc ça fait une expérience de vie qui est juste magnifique. En fait, l'équipe, chacun trouvait sa place. Monter les voiles... tenir la barre, regarder où on allait, faire la cuisine, enfin chacun avait sa place sur le bateau et ça se faisait assez naturellement. Cette expérience de navigation, en pleine nature, c'est extra, ça crée vraiment du lien, quoi. La Méditerranée, c'était chouette, on a rencontré des dauphins, on a vu des oiseaux, il y a un petit oiseau qui est venu se nicher sur notre bateau le temps de la traversée, qui était épuisé et tout, il est resté avec nous toute la nuit. On a sauvé aussi un faucon cresserelle qui est attaqué par des goélands. Oui, c'est des expériences. Mais voilà, c'est des petites expériences comme ça. Non, mais c'est incroyable. Voilà, et là, on est tous dans nos valeurs et dans cette vie d'équipe et ce partage, c'est juste extraordinaire. Donc là, on est resté en contact, donc cette équipe-là, elle existe encore, même à terre. Mais c'est vrai que le bateau, c'est extraordinaire, quoi. Quelles sont, selon toi, les qualités les plus remarquables chez les personnes que tu admires ? Alors, il y a beaucoup de personnes que j'admire, hein, donc je n'aurai pas le temps de toutes les lister. Mais il y en a deux femmes qui comptent vraiment pour moi. Il y en a une, c'est ma grand-mère du côté maternel, qui a une ouverture d'esprit assez incroyable et qui est d'une tolérance. Et elle était toujours curieuse aussi de savoir tout. D'ailleurs, elle avait toujours des tas de papiers sur son lit quand elle nous accueillait. Ah, j'ai vu un article, ça devrait t'intéresser. Donc, je pense que la curiosité, on sait de qui on la tient. Et elle a su aussi le développer chez nous. Quand un adulte est capable de se remettre en cause, dire ah bah tiens, j'aurais dû faire ça avec mes filles, j'aurais pas assez dit telle chose et telle chose. Et je trouve ça vraiment, c'est un beau cadeau, quoi. C'est vrai qu'on a beau être adulte, on est censé être un peu plus sage, bah pas toujours, hein. Non, pas toujours, ça c'est vrai. On apprend jusqu'à la fin de notre vie, mais cette qualité-là, pour moi c'est super important, savoir se remettre en cause pour progresser dans la vie. Ça, je remercie ma grand-mère pour ça.
Et il y a une autre femme aussi que je trouve vraiment extraordinaire, qui m'intimide beaucoup. Bon, c'est Marie Curie, hein, avec son double prix Nobel, c'est sûr. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut pas se poser la question de savoir si on est bon, on se met des freins. Là, en ce moment, c'est très à mode de parler du syndrome de l'imposteur, mais plus généralement, parfois, il faut débrancher sa tête et y aller quand ça vous prend aux tripes. Et Marie Curie, elle s'est pas posé la question, elle était dans un milieu... hyper masculin, la recherche, il n'y avait pas pire. Et elle a continué, comme si de rien n'était, elle avait une volonté de faire, elle avait une persévérance, je crois que c'est sa persévérance et sa force de caractère je me dis waouh, quelle sacrée bonne femme, quoi. Et la façon dont elle élevait ses filles, je trouve ça aussi remarquable. Et pareil, il y a toujours aussi la curiosité, pousser l'enfant à se découvrir et à faire le meilleur. Mais si t'es capable, vas-y, explore, quoi. Et ça, c'est le plus beau message qu'on peut passer à ses enfants et à tout le monde. Et moi, je m'aperçois que le monde de la recherche, c'est encore hyper masculin, hyper macho. Moi aussi, j'ai vécu des remarques. Mais voilà, il y a encore du boulot, quoi. Et justement, en parlant de qualité, alors j'ai bien compris la curiosité, mais quelles sont les qualités premières d'un bon scientifique et d'une bonne communicante? Dans les deux, il faut être curieux. Dans le cas de la scientifique, c'est aimer comprendre ce qui est autour de soi. Et la communicante, c'est comprendre les gens aussi. Alors, et du coup, en fait, les sciences aussi, quoi. Les sciences sociales, c'est comprendre comment fonctionne l'homme, comment on fonctionne entre nous. Et ça, c'est génial. Puis ça améliore notre vie de tous les jours. Mais ouais, les deux, c'est être curieux. Être curieux de ce qui nous entoure et des personnes qui nous entourent. Et puis après, dans les deux cas, il faut aussi avoir un esprit critique. Et à chaque fois se poser la question, et toi t'en retiens quoi? Et est-ce que t'as croisé? Et d'où mon côté un peu journaliste aussi, c'est croiser les sources. Il faut savoir peser le pour et le contre, arriver, et ça c'est valable dans la PNL aussi, on vous apprend à vous mettre à la place de l'autre, et ça en com c'est super utile, savoir comment pense l'autre, quels sont ses arguments, les analyser, faire le poids, et puis voilà. Et moi, je me place comment par rapport à ça? Ça, c'est comment incarner, c'est pas prendre tout cru ce qu'on vous balance. Et souvent, il faut aller vérifier. Mais ça va avec l'amour de la découverte. Moi, je trouve que le monde est tellement beau, il y a tellement de trucs bien à faire. Puis on est sur la Terre pour explorer. Quand on est curieux, on a besoin de se nourrir, et il y a plein de choses pour se nourrir. Quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu trouves une logique à tout ça? Est-ce que tu te dis, je suis à ma place? En fait, on se construit, c'est comme les Lego, on se construit au fur et à mesure de la vie, et on a des goûts qui s'affinent ou qui changent. Et moi, j'ai découvert plein de trucs. Au début, effectivement, j'étais sensible à l'environnement via la forêt. Après, j'ai découvert les océans. Je trouve ça magnifique. La facilitation, à chaque fois, c'est des rencontres avec des gens, et ça m'apporte un plus pour faire mon travail. Et là, je viens de découvrir la muséographie, et tout ça par une rencontre, Suzy, qui est muséographe. Je découvre le métier de muséographie. Je dis, mais c'est génial, ça allie la créativité. Moi, j'aime bien fabriquer des objets, créer, écrire, enfin, faire du multiformat. Donc la créativité, la muséographie, ça me nourrit. Il y a l'écriture, on aborde plein de domaines différents, et on se limite pas qu'au scientifique, c'est aussi le culturel. Donc faire rentrer les sciences dans la culture, en plus, ça a un sens pour moi. Et c'est cette rencontre magique, donc des rencontres comme ça qui font que, finalement, je suis peut-être en train de trouver mon écosystème qui allie un peu toutes mes compétences. Et donc, c'est logique. En fait, tout choix est un bon choix. Parce que c'est juste une expérience. Et soit je réussis, soit j'apprends. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais me rappeler ton site web et ton adresse mail, s'il te plaît? Mon site web, c'est www.sophie sans e -du6 consulting.eu. Mon mail, c'est sophie.germette Sophie sans e, donc SOPHI-du6 consulting.eu. Merci beaucoup, Sophie. Moi, j'ai passé un excellent moment et j'ai appris plein de choses. Je te remercie beaucoup et à très bientôt. Merci Laurence, c'était un vrai plaisir.